Nous sommes en juin 2008, à Torres Vedras, une ville paisible de 80 000 habitants à 50 km au nord de Lisbonne, la capitale du Portugal. Tania Ramos est une jeune femme brune de 27 ans. Issue d'un milieu très modeste, elle a des problèmes relationnels avec son ex-compagnon Nuno, avec qui elle a eu une petite fille nommée Karina. Tania et Nuno se sont séparés car Nuno, qui travaille comme chauffeur routier, est un homme violent. Début 2008, la petite Karina a un problème médical et elle doit être soignée à l'hôpital du district de Torres Vedras. Sa mère, Tania, lui rend visite chaque jour. Mais le jeudi 5 juin 2008, Tania ne se présente pas comme d'habitude à l'hôpital. Jugeant son absence inquiétante, ses proches signalent sa disparition aux autorités. La famille Ramos dépose une plainte et les policiers s'intéressent évidemment à Nuno, l'ex-époux violent. Mais l'homme a un solide alibi. Il effectuait un transport routier et n'était pas à Torres Vedras au moment de la disparition de Tania. Nuno n'est rentré chez lui que le lendemain, le vendredi 6 juin 2008. On est sans nouvelles de Tania depuis environ un mois quand un rebondissement va survenir. Le 21 juillet 2008, Mario, le frère de Tania, reçoit un SMS de sa part sur son téléphone portable. « Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait », lui crie-t-elle. « Où je suis, je vais bien. Prends soin de ma fille. Pardonne-moi pour tout. » Selon toute apparence, Tania Ramos a décidé de tout plaquer pour changer de vie. Une vie devenue trop difficile pour elle. Pour les policiers portugais, la thèse d'une fuite volontaire paraît crédible. Les proches de Tania ont eux du mal à croire qu'elle soit partie en abandonnant sa fille. Mais ils n'ont aucun moyen de le prouver. À Torres Vedras, plus personne ne se soucie vraiment du sort de Tania à part ses proches. Et la police n'enquête plus sur sa disparition. Il faut dire que le Portugal est un pays très sûr. Le taux de délinquance y est très inférieur à la moyenne européenne. Mais au cours de l'été 2008, une autre personne va se volatiliser. À 22 ans, Ivo Delgado a déjà eu un parcours chaotique. Il est connu de la justice portugaise pour des petits trafics de drogue et des vols de voitures. Ivo vit plus ou moins chez ses parents, à Lourinhã, à 25 km au nord de Torres Vedras. Le 25 juillet 2008, Ivo disparaît sans crier gare. Un peu surpris au départ, ses parents se disent qu'il a encore sûrement commis un délit et qu'il a fui pour échapper à la justice. Et ils vont recevoir des messages allant dans ce sens. Ivo leur envoie plusieurs SMS pour les informer qu'il s'est réfugié en Espagne, où il se débrouille plutôt bien. Par la suite, il compte se rendre en France. Par souci de protection, les parents d'Ivo ne signalent donc pas sa disparition aux autorités portugaises. Après tout, le jeune homme est majeur et il est maître de son destin. Nous sommes maintenant en 2010. Joana Correa est une adolescente de 16 ans qui vit avec ses parents, Maria de Fatima et Silvino. Ils vivent à Sobreiro Curvo, une bourgade à mi-chemin entre Lourinhã et Torres Vedras. Joana suit une formation de cuisine dans une école locale. Le mercredi 3 mars 2010, Joana boit un verre avec Béatrice, sa meilleure amie, âgée de 14 ans, dans un café de Sobreiro Curvo. Joana rentre ensuite chez elle et quitte de nouveau la maison familiale vers 19h30. Joana dit à ses parents qu'elle compte se rendre chez son petit ami, Luis, qu'elle fréquente depuis environ un an. Le jeudi 4 mars 2010, au matin, les parents de Joana constatent qu'elle n'est pas rentrée de la nuit. Cependant, ils ne s'inquiètent pas tout de suite. En effet, ils ont des relations compliquées avec leur fille. D'un tempérament rebelle, Joana découche parfois et elle sèche les cours. À la maison, les disputes sont fréquentes et Joana fugue régulièrement. Seulement, elle ne s'absente jamais très longtemps en général. Ne voyant pas Joana revenir, ses parents contactent Luis, son petit ami, chez qui elle devait aller le soir de sa disparition. Et ce dernier tombe des nues. Il leur explique qu'il n'a pas vu Joana depuis des jours. Selon toute apparence, ce n'est pas avec lui que Joana avait rendez-vous le mercredi soir. Là, les parents de Joana commencent vraiment à s'inquiéter. Ils sont à deux doigts d'appeler la police quand Maria, la mère de Joana, reçoit des SMS de sa fille. Dans ses textos, Joana lui explique qu'elle a quitté le Portugal et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Mais Maria n'est pas vraiment rassurée par les messages de sa fille. En effet, Joana est mineure, elle n'a que 16 ans. De plus, l'une des phrases qu'elle a tapées ne fait qu'augmenter les doutes de sa mère. Joana insiste en effet pour qu'on ne la recherche pas. Ce qui est étrange aussi, c'est que l'adolescente est injoignable. Son téléphone est la plupart du temps éteint. Katia, la sœur aînée de Joana, tente en vain de la contacter. Elle n'arrive pas à lui parler, mais elle finit par recevoir elle aussi des SMS de sa petite sœur. Des SMS qui l'informent qu'elle est en France avec des amis de Porto et qu'elle travaille dans un bar. Comme sa mère, Katia trouve ces messages bizarres. Les messages de Joana sont vagues, on ignore avec qui elle est partie, on ne sait pas dans quel bar elle travaille, on ne sait pas non plus pour quelle raison elle est partie. Et c'est pas tout.
Maria et Katia ont du mal à croire que les SMS étaient tapés par Johanna. Elles sont surprises par les nombreuses fautes d'orthographe. Et Johanna ne parlait pas de cette façon. Enfin, la jeune fille a laissé chez elle sa carte d'identité. C'est surprenant qu'elle n'ait pas emporté ses papiers avec elle si elle comptait se rendre en France. Maria alerte la police judiciaire de Lisbonne. Les policiers portugais vont assez vite prendre l'affaire au sérieux. Ils démarrent une enquête et ils commencent par questionner l'entourage de Johanna, notamment Louise, son petit ami, et Béatrice, sa meilleure amie. Louise répète ce qu'il a déjà dit aux parents de Johanna, qu'il ne l'a pas vue depuis plusieurs jours et qu'il n'était pas prévu qu'elle se retrouve le soir de sa disparition. Béatrice, la meilleure amie de Johanna, qui a passé du temps avec elle dans un café quelques heures avant sa disparition, est aussi entendue par la police. Béatrice se souvient que lorsqu'elles étaient dans le café, le téléphone portable de Johanna a beaucoup bipé. L'adolescente a reçu de nombreux SMS. Et lorsque Béatrice a demandé à Johanna qui lui écrivait, Johanna lui aurait répondu qu'il s'agissait du cousin de Luis, son petit ami. Grâce à leurs investigations techniques, les agents de la PJ portugaise vont découvrir que l'auteur des messages n'est pas vraiment le cousin de Luis, mais d'un homme s'appelant Francisco Leitão, un ferrailleur de 42 ans vivant à Carqueja, un village en partie abandonné au nord de Lisbonne. En se renseignant sur lui, les policiers découvrent qu'il fait des vidéos étranges sur Internet. Il a une chaîne YouTube nommée Nostradamus Portugal, dans laquelle il se présente comme une sorte de sorcier au pouvoir mystique, capable de prédire l'avenir. Dans l'une de ses vidéos, Francisco Leitão annonce rien moins que la fin du monde, qui est prévue selon lui le 21 décembre 2012. Sur les images, l'homme est vraiment effrayant. Eu vou experimentar lançar a minha ira cá para fora, a minha energia! Mais il y a encore pire. Les policiers découvrent que l'homme qui vit dans un village en partie abandonné entre Lourinhã et Peniche a transformé sa maison en une sorte de château médiéval. Décoré de statues et de nains provenant de l'univers de Walt Disney, l'endroit est particulièrement sinistre. Un vrai décor de film d'horreur. Et ça n'est pas terminé. Francisco Leitão a l'habitude d'inviter des jeunes gens chez lui, le plus souvent des adolescents paumés ou en errance. Plus inquiétant encore, dans son château, Francisco Leitão se fait appeler Rei Gob, c'est-à-dire le roi des gnomes. Il règne sur une cour d'adolescents qu'il terrorise en parlant du vieux, un esprit qui entrait les lieux. Soi-disant capable de communiquer avec l'au-delà, Leitão organise des séances de spiritisme dans son château. Il convoque souvent des entités appelées notamment Fatinha, Réficule, c'est-à-dire Lucifer écrit à l'envers, ou le vieux, le plus redouté de tous. Leitão fait aussi des pseudo-tours de magie pour prouver ses pouvoirs. Les trucages sont souvent grossiers, mais ils suffisent à impressionner les jeunes les plus crédules. Pour revenir à la disparition de Johanna, les policiers découvrent que si Leitão n'est pas le cousin de Luis, il le connaît bien. Car Luis est déjà venu dans son château, comme beaucoup d'autres jeunes de la région. Francisco Leitão, le roi des gnomes, devient le principal suspect dans la disparition de Johanna. La police portugaise a la conviction qu'il a assassiné l'adolescente. Le mobile serait particulièrement glauque. Bisexuel et attiré par Luis, son petit ami, le roi des gnomes aurait été jaloux de sa relation amoureuse avec Johanna. Johanna était devenue gênante, et le roi des gnomes a décidé de l'éliminer. Voilà pourquoi Francisco Leitão l'a persuadé de le retrouver en secret le mercredi 3 mars 2010 au soir. Sous prétexte de faire une surprise à Luis, il est venu la chercher en voiture près de chez elle. En ce qui concerne la suite des événements, c'est un mystère. Et pour les enquêteurs, il est clair que le roi des gnomes a alors assassiné Johanna. Parce que c'est Francisco Leitão qui a envoyé les SMS étranges à la mère et à la sœur de Johanna le lendemain de sa disparition. En fait, il a récupéré la carte SIM du téléphone portable de Johanna et il s'est fait passer pour elle. Le 19 juillet 2010, les autorités portugaises estiment qu'il existe suffisamment de preuves pour arrêter Francisco Leitão. Mis en détention provisoire, l'homme nie toute responsabilité dans la mort de Johanna. Quand on lui parle de ses vidéos sur la fin du monde, il explique que c'était juste des blagues. En réalité, les enquêteurs suspectent Leitão d'être aussi impliqué dans les disparitions d'Ivo Delgado et Tânia Ramos, pour une raison assez simple. Fragile et instable, Ivo et Tânia avaient tous les deux fréquenté le château du roi des gnomes dans le passé. Francisco Leitão avait hébergé Ivo chez lui, et il avait aussi aidé Tânia. En échange, il avait bien entendu abusé d'eux. L'ombre du roi des gnomes plane sur les disparitions d'Ivo et Tânia, car il a utilisé le même stratagème qu'avec Johanna. C'est lui qui a envoyé des messages textos à leur famille pour faire croire qu'ils étaient partis volontairement à l'étranger. Comme pour Johanna, les hommes de la PJ de Lisbonne pensent qu'il les a aussi tués.
Reste maintenant à trouver leur corps. Les policiers fouillent donc le château du roi des gnomes de fond en comble. Et la tâche est difficile car il y a des pièces et des passages secrets. Derrière un faux mur, les policiers découvrent même un puisard dans lequel Francisco Leitão aurait pu se débarrasser des cadavres. Ils vont fouiller au fond du puisard mais ils vont rien trouver. Le roi des gnomes n'avouera jamais. Il aura même une attitude de défi envers les autorités. D'après les experts, l'homme porte en lui des traces de schizophrénie et de psychopathie. Après 2 ans d'enquête, Francisco Leitão sera finalement condamné en 2012 par le tribunal de Torres Vedras à 25 ans de prison pour les meurtres de Tania Ramos, Ivo Delgado et Joana Correa. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Selon la police, l'accusé aurait pu se débarrasser des corps de ses victimes en les donnant à manger à des porcs. Aujourd'hui, le roi des gnomes est toujours sous les verrous. C'est l'un des tueurs en série portugais les plus connus. Son château lugubre existe toujours, à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne. Mais sa localisation exacte n'a pas été révélée pour éviter que trop de curieux aillent le visiter. Les vidéos de Francisco Leitão sont-elles toujours visionnables sur YouTube, à la fois flippantes et grotesques? Elles sont les derniers vestiges de la folie d'un homme qui a répandu le mal autour de lui. Par chance, le roi des gnomes a terminé son règne. Mais Francisco Leitão devrait normalement retrouver sa liberté en 2037. Voilà, chères spectatrices et spectateurs, c'est la fin de cette affaire criminelle complètement inédite. Je pense que vous ne la connaissiez pas, elle est complètement inconnue en France. En tout cas, c'est une affaire qui est vraiment assez passionnante, qui est assez flippante aussi, il faut dire. Pour moi, il n'y a rien de plus terrifiant comme ça que les groupes un peu sectaires. Là, on avait vraiment affaire à un tordu, un gars qui faisait des vidéos qui sont aussi assez dérangeantes, qu'on peut encore voir sur internet. Et il n'est pas impossible qu'il ait fait d'autres victimes. Voilà, donc c'est quand même un des criminels les plus effrayants qui est connu, l'histoire du Portugal. Comme quoi, il y a des cinglés partout, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est quand même assez sûr, où là, il y a une douceur de vivre. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire, et ne disparaissez pas. Plus personne ne se soucie. Putain, j'arrive plus à prononcer, bordel. C'est pas possible, quoi. Personne ne se soucie vraiment. Ne se soucie. Hein. Plus personne ne se soucie. Plus personne ne se soucie. Hein. On ne peut pas y arriver, hein.